Psychologue en podcast, un balado qui aborde l'actualité psychologique, une présentation de Hockey Ensemble, votre école de psychologie web. Ici le Dr Paul Simard, psychologue, et bienvenue dans cet épisode du 13 janvier 2023. Aujourd'hui, je rebondis sur un élément d'actualité qui touche un psychologue ontarien bien connu du grand public. Il s'agit de Jordan B. Peterson et il sera notamment question des plaintes qui ont été déposées contre lui à l'Ordre des psychologues de l'Ontario. Donc, on va voir au cours de cet épisode plusieurs nuances déontologiques, quelques réflexions sur la prise de parole d'un professionnel et notamment d'un psychologue sur la place publique. Je vous rappelle bien sûr que l'espace de communication du podcast est dédié à la compréhension des phénomènes psychologiques et en aucun cas je voudrais que ça soit interprété comme étant un jugement ou de la partisanerie. Donc, je ne vais pas me prononcer sur les sujets d'expertise de Dr. Peterson. Je vais plutôt me concentrer sur l'aspect éthique, réflexion autour de la pratique du psychologue dans les médias et sur le web. Également, je vais vous faire un petit disclaimer, une petite présentation sur le fait que je viens de sortir une formation pour les psychologues qui ont des activités dans les médias et le web. Donc, ça se veut un peu une espèce de réponse également à un grand besoin que j'ai constaté chez les psychologues du Québec pour savoir, mais est-ce que j'ai le droit de faire ça? Donc, afin de pouvoir les accompagner, j'ai mis en place une formation. Vous trouverez tous les liens en vidéo dans la description du podcast. Mais dans tous les cas, mon objectif véritable du podcast, c'est de vous permettre de vous transmettre des concepts sur les bonnes pratiques. Qu'on soit d'accord ou non avec les propos de Dr. Peterson sur le web, n'en reste pas moins qu'on peut constater qu'il a réussi à bâtir une très grande audience et qu'il est un communicateur, somme toute, efficace dans la tenue de ses propos. Donc, dans sa prise de parole, il réussit à articuler de manière très intelligente une grande majorité de ses propos. Et là où moi j'ai été interpellé par ses communications, c'est que moi aussi j'ai une pratique comme psychologue sur le web et dans les médias, mais à une bien moindre échelle de popularité que lui. Mais j'ai été interpellé notamment par son utilisation des codes, on pourrait dire, prophétiques. Et je l'avais interpellé là-dessus sur TikTok d'ailleurs pour lui demander comment se fait-il que depuis quelque temps, ça soit de moins en moins du contenu de psychologue et de plus en plus du contenu prophétique. Parce que si vous regardez les pages YouTube, les différents réseaux sociaux de Dr. Peterson, vous verrez qu'il fait souvent référence à la Bible, à la foi chrétienne, aux vices, aux vertus, à l'Exode. Il y a plusieurs émissions qui semblent connoter une adhésion aux valeurs chrétiennes. Et en soi, moi, ça me questionnait sur l'enjeu de présentation professionnelle versus opinion personnelle. Malheureusement, je n'ai pas reçu de réponse de la part du Dr. Peterson. Puis c'est un peu normal, là, étant donné que c'était sur l'espace public et qu'il est envahi de centaines de milliers de commentaires probablement chaque semaine. Mais dans tous les cas, c'est la distinction entre l'opinion professionnelle et l'opinion personnelle qui se trouve à être au cœur du débat et au cœur des plaintes qui ont été logées contre lui. Dans la vidéo YouTube qui a été présentée le 12 janvier, dans tous les cas, le lien se trouve aussi dans la description du podcast. Vous verrez qu'il fait une entrevue de 90 minutes avec sa fille, dans lequel il va exposer son point de vue de présentation publique de l'ensemble des enjeux reliés à l'enquête. Et dans cette présentation, il a l'humilité de mentionner à quel point ça le touche intérieurement, que ça génère à l'intérieur de lui de la rage, puis qu'il y a de la difficulté à toucher, à contrôler cette rage-là pour ne pas tomber dans un esprit vengeur. Puis là-dessus, je peux parfaitement me mettre dans sa peau parce que dès qu'on a une pratique publique comme psychologue sur le web, on pourrait dire qu'on a une pratique à risque.
Parce que dans nos devoirs de modération, dans la communication avec le public, on ne sait pas vraiment à qui on s'adresse. On ne sait pas non plus quelles sections de nos propos vont être retenues par l'auditoire et est-ce que nos propos, même si, par exemple, moi, j'essaie d'être modéré dans mes propos, est-ce que ça va vexer certaines personnes? Mais si on fait juste prendre une hypothèse statistique de distribution des réactions émotionnelles, prenons l'exemple d'une courbe normale dans laquelle au centre, il y aurait la majorité des gens et sur les côtés, il y aurait les marges de gens qui vont vraiment beaucoup apprécier et de l'autre côté, des gens qui vont vraiment beaucoup détester. Ben, assurément que si on multiplie les communications publiques sur des milliers de personnes, pour Dr. Peterson, des millions de personnes, ben, il n'est pas surprenant de constater qu'il va y avoir quand même un certain nombre de personnes qui vont se trouver du côté des gens extrêmement vexés par les propos. Et de plus, il y a plusieurs des enjeux communicationnels mentionnés par Dr. Peterson qui sont extrêmement sensibles. Moi, pour ma part, je ne me permettrai pas d'aborder plusieurs des sujets dont lui, il fait la mention ou la description sur le web. Pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que j'ai probablement pas la compétence pour aborder ces sujets-là de manière professionnelle. Puis si je me permettais d'aborder ces sujets sur la place publique, ça serait une opinion personnelle. Et donc, le fait qu'un psychologue présente son opinion personnelle pourrait générer de la confusion dans l'esprit de la population. Puis, n'importe qui dans la population peut décider de faire une plainte contre un psychologue en disant ben moi, je me sens vexé, puis je trouve qu'un psychologue ne devrait pas faire ça. Et là, ce qui va arriver, c'est que si vous faites une plainte, ou si une personne dans le public fait une plainte au Québec, moi ici, c'est l'Ordre des psychologues du Québec qui régit l'accréditation pour être psychologue. Mais Jordan Peterson, lui, c'est l'Ordre des psychologues de l'Ontario. Mais c'est somme toute des règlements qui se ressemblent, qui nous encadrent, bien qu'il puisse avoir, bien sûr, certaines nuances. Je vais faire une parenthèse là-dessus sur le processus disciplinaire. Pour avoir parcouru le document qui est listé sous la vidéo de Dr. Peterson, qui fait le témoignage, on pourrait dire, de l'ensemble des processus interactionnels avec son ordre, je constate que c'est somme toute similaire à ce qui se passe ici au Québec. Donc, lorsqu'une personne va faire une plainte au syndic de l'Ordre des psychologues parce qu'elle a un doute sur la compétence ou qu'elle souhaite faire une plainte face à un manquement qu'elle aurait observé, il va y avoir un syndic qui va recevoir la plainte. Puis là, il va examiner si la plainte est recevable, si elle n'est pas recevable ou si elle nécessite seulement une intervention. Oh, il y a 3 options ici. Donc, une plainte non recevable va être mise de côté et probablement que le psychologue n'en sera même pas informé. Si la plainte est, est considéré comme recevable, c'est qu'il va enclencher un processus d'enquête. Mais avant d'enclencher un processus d'enquête qui peut être très laborieux, l'Ordre des psychologues a une autre option, celle de l'intervention. Et en ce faisant, ce qu'il va faire, c'est qu'il va approcher le professionnel, le psychologue, et va communiquer avec lui certains éléments de préoccupation pour évaluer est-ce que le psychologue est de bonne foi? Est-ce qu'il fait preuve d'un bon esprit critique? Est-ce qu'il est en mesure d'ajuster sa pratique sans porter ombrage à la population ou à un client? Donc, dans tous les cas ici, l'intervention du syndic vise à éviter un long processus laborieux qui pourrait même blesser moralement des professionnels dans un processus d'enquête, même si la plainte n'était pas fondée. Donc, on voit qu'il y a toutes sortes ici là, de procédures mises en place, mais si la plainte est retenue, là, qu'on ne reste pas seulement sur le plan d'une intervention du syndic, ben, une enquête peut être très, très laborieuse.
Dr. Peterson mentionne dans son 90 minutes là, explicatif comme quoi qu'il y aurait eu environ, heu, 13 plaintes à son égard, si j'ai bien compris, depuis sa participation dans les médias, donc depuis 2016. Eh bien, de manière, sympathique, je raisonne un peu à sa condition parce que moi, pour ma part, depuis 2017, j'en ai eu 8. Et à toutes les fois que le processus d'enquête s'est manifesté, c'était toujours relié avec des éléments de prise de parole dans les médias ou sur le web, mais particulièrement sur le web. Donc, jamais par rapport à des clients, jamais par rapport à des patients que j'aurais rencontrés en consultation. Donc, toujours par rapport à des gens qui se sentent vexés suite à des prises de parole ou à des formes de communication sur le web. Et à ce sujet, moi, personnellement, j'étais, somme toute, ébranlé et inquiet devant ces 1 plaintes-là et je suis rapidement allé me chercher de la supervision professionnelle auprès d'une autre psychologue qui avait participé à des émissions de télé dans le passé. Puis l'un des principaux conseils qu'elle m'a donné, ça a été de dire: «Vous savez, docteur Simard, il y a 2 manières d'avoir une pratique à risque comme psychologue». J'ai dit: «Ah oui, qu'est-ce que c'est?» «La première, c'est d'être un témoin expert pour la cour et la deuxième, c'est de faire des déclarations publiques dans les médias». Puis elle m'a dit: «Si être expert témoin est une pratique à risque parce que constamment, il y a un parti qui va essayer de chercher vos failles et qui va faire des plaintes contre vous pour manquement de plein de virgules à plein d'endroits, peut-être que vous pourriez privilégier une pratique à risque ou dans laquelle vous allez recevoir des fleurs entre guillemets ou des likes». Donc moi, j'ai pris son conseil, j'ai réfléchi, là-dessus et ça m'a d'ailleurs aidé à ne plus faire d'expertise pour la cour. Donc moi, j'ai arrêté cette pratique-là à risque, dès les premières supervisions avec, cette collègue superviseur. J'étais très reconnaissant. Mais par contre, j'ai continué les déclarations publiques sur les réseaux sociaux, je les ai même multipliées. Parce que depuis 2018, j'ai fait des participations à la télé, donc ça a vraiment fait augmenter, ma publication, on va dire, ou ma visibilité, on pourrait dire, sur les différents réseaux sociaux et à travers les différentes modalités communicationnelles, ça a souvent attiré l'attention de mes collègues. Donc, des collègues psychologues, des collègues sexologues et même si, Heu, mes propos n'ont jamais conduit à travers les 8 processus d'enquête, les 8 plaintes en fait, qui ont été retenues à travers 6 processus d'enquête, n'ont jamais conduit à des accusations devant un conseil de discipline. Parce que ça, c'est l'étape suivante, hein, du processus disciplinaire. C'est qu'après le processus d'enquête, si le syndic juge que le psychologue est vraiment fautif et qu'il ne témoigne pas d'ouverture à corriger sa pratique, bien, ils peuvent aller en conseil de discipline. Donc moi, je suis jamais allé jusqu'en conseil de discipline. Ça a toujours resté au niveau de l'enquête et de l'intervention. Donc c'était sur la forme et moi, je suis extrêmement ouvert à ajuster ma pratique pour respecter les règles, les règlements et les différentes balises éthiques. Moi, je pense que c'est extrêmement important de les connaître. C'est d'ailleurs là-dessus que porte la formation que j'ai créée pour les psychologues, là. Je trouve ça dommage qu'il y ait autant de psychologues qui soient terrorisés à l'idée de se faire «poursuivre» entre guillemets par leur ordre professionnel s'ils osaient communiquer sur le web. Moi, j'ai coaché plusieurs dizaines de psychologues en privé, là, même pas en supervision. J'en prends également en supervision. Mais de manière amicale et en franche camaraderie, dans un esprit de 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 soutien à la bonne pratique sur le web. Il y a des gens qui m'ont raconté des histoires d'horreur, là, des histoires de terreur, puis ensuite, on va se questionner pourquoi la place publique et les médias sont envahis de déclarations par des gens qui sont des coachs, mais qui n'ont pas de formation universitaire ou qui n'ont pas de réglementation qui les encadre. Ben, c'est parce que être réglementé
C'est un petit peu comme si vous aviez quelqu'un au-dessus de vous qui surveille chacune de vos paroles et qui pourra vous sanctionner si vous avez des paroles inadéquates. Donc moi, présentement, au moment où je vous enregistre le podcast, je suis très conscient qu'il y a des gens qui vont écouter le podcast puis qui l'écoutent pas forcément dans un esprit d'essayer de comprendre qu'est-ce qui pourrait apporter de bon à la pratique, mais qui vont se dire plutôt: «J'aime pas ça, moi, entendre ce genre de nuances-là, puis je l'aime pas, moi, Paul Simard». C'est fort possible. Mais dans tous les cas, moi, je vais m'assurer de respecter tout le monde avec des propos modérés, toujours. Je ne vais pas non plus faire de déclarations sensationnalistes. Et on a des règlements de déontologie là-dessus au Québec, là, sur la protection du public lors de nos communications dans les médias. Par contre, les médias, ça change somme toute assez vite. Je crois que dans une de mes communications avec une représentante du syndic, elle me mentionnait que le code de déontologie, je pense qu'il date de 1994, si je me souviens plus si c'est 92 ou 94. Puis moi, je lui ai reflété que, ouais, mais le code des professions, lui, il date de 74. Donc, en 1974, les bonnes pratiques communicationnelles, c'est pas les mêmes qu'aujourd'hui, là. Il n'y avait pas d'internet à l'époque, là. Il y avait le journal local. Puis vous en retrouverez encore des traces de ce mode de communication archaïque-là dans le code de déontologie des psychologues. Si notamment on souhaite se retirer de l'ordre, on doit faire des publications dans notre journal local. Qui? Moi, je ne reçois même pas mon journal local, moi, personnellement, donc j'ai aucune idée qui lit ça et qui le reçoit. Mais le caractère, vétuste de la réglementation, c'est un petit peu normal qu'il soit en décalage avec la réalité parce que ça change vite, hein. Puis les règlements, ça se veut un condensé des bonnes pratiques pour protéger la population. Mais inévitablement, un code de bonne conduite va être un petit peu en retard sur les innovations. Il n'est pas interdit d'innover comme psychologue, mais on doit le faire toujours en étant de bon goût, en se souciant qu'est-ce qui va être, réfléchi ou quel sera l'impact de nos propos et on doit également mentionner avec nuance quelle est la portée et la limite de chacune de nos déclarations. C'est la raison pour laquelle, si vous, vous êtes un psychologue qui souhaitait aborder des concepts de psychologie sur le web, le meilleur conseil que je pourrais vous donner, c'est soyez impeccable sur le plan déontologique. J'espère que vous relisez souvent le code de déontologie. Moi, je le relis à chaque 2 mois en entier et je découvre des choses à chaque fois. Pourtant, c'était le cours que j'ai le plus aimé à l'université, outre les cours cliniques, mais dans le sens où ça me semblait de nature évidente que la majorité des structures de déontologie qui sont présentées servent à protéger le public. Malheureusement, ce n'est pas forcément une lecture obligatoire et force est de constater que dans certains groupes de mes collègues sur le web, il y a souvent des questionnements et des réflexions, déontologiques qui témoignent, on pourrait dire, d'un éloignement avec la lecture du code. C'est pas une lecture agréable, c'est vraiment protocolaire. J'ai une amie qui appelle ça d'ailleurs des avocateries, dans le sens de procédure légale d'avocat. Et quand on est un psychologue, qu'on aime se connecter avec le cœur des gens pour pouvoir alléger la souffrance humaine, ben, faire entre guillemets les avocateries de procédure légale, ça peut être extrêmement pénible et désagréable. Mais ça vient, on pourrait dire, avec la contrepartie de faire une déclaration publique comme psychologue pour départager ce qui est une opinion personnelle d'une opinion, professionnelle. Toute ma formation psychologue dans les médias sur le web est dédiée à ça et ça m'a particulièrement, marqué quand, dans les déclarations publiques de Dr. Peterson, il disait que son ordre l'avait approché suite à plusieurs plaintes et lui avait proposé, un document, là, une proposition d'engagement et dans cette proposition, on lui demandait
de suivre un programme de coaching par rapport à ses communications sur le web. Donc, c'est pile dans ma talle, moi, dans des choses que justement je trouve super importantes. Mais il a refusé. Il a refusé, puis dans ses déclarations publiques, Dr. Peterson mentionne qu'il refuse un programme de rééducation car il est, somme toute, bien éduqué. Je À mon avis, ça semble témoigner d'à quel point c'est difficile, hem, reconnaître qu'on a pu peut-être, heurter ou blesser certaines personnes sur des milliers ou des millions de personnes qui écoutent, alors que son intention, moi, j'ai aucun doute sur son intention, là. Je crois qu'il a une intention très positive à travers ses propos. Et comme moi, tout comme moi, c'est un humain qui est malhabile sur certains sujets. Donc, jamais je vais affirmer que moi, je suis le meilleur psychologue, jamais, là. Mais je vois bien que des gens sur le web qui idéalisent, puis qui vont l'écrire ça. Moi, sur mes vidéos TikTok, il y a plein de gens qui disent ça: «Ah wow, tu es le meilleur psychologue au monde!» Moi, j'écris en commentaire parfois qu'il s'agit d'une fiction positive, très gentille, mais qui n'est pas vraie. Ou, je vais supprimer le commentaire, simplement pour ne pas vexer la personne et pas créer de confusion non plus dans la population. Mais Dr. Peterson a refusé la proposition d'engagement, la proposition de coaching sur ce sujet, estimant que ça serait, reconnaître une faute infondée. Donc c'est là-dessus que son argumentaire, se développe dans la vidéo de 90 minutes avec sa fille qui l'interviewe et en raison de ce refus de procéder à un engagement, heu, libre et volontaire, il va aller en conseil de discipline. Donc, le conseil de discipline, qu'est-ce que c'est? C'est comme rappelez-vous ce que je vous ai mentionné, après la réception de la plainte, après l'enquête faite par les syndics de l'ordre, si le syndic réalise que le psychologue n'est pas de bonne foi ou qu'il résiste ou que selon lui, il a un comportement vexatoire, il va déposer une plainte au conseil de discipline. Et là, ça se trouve à être un peu l'équivalent d'un procès, en guillemets, pour professionnels. Puis là, il va avoir une présentation de l'ensemble des preuves et des contre-preuves ou des contre-argumentaires. Ça va être présenté au Québec, ici, le conseil de discipline, c'est composé de 3 personnes. Et puis, il va y avoir au final une décision qui va être rendue. Et l'ensemble des décisions publiques d'un conseil de discipline, ben, je dis public parce que c'est des déclarations qui vont être consignées comme étant publiques. Bien sûr, l'identité des plaignants peut être masquée pour les protéger. Par contre, vous avez accès à ça sur le web, là. Si vous allez dans jugement.qc.ca, je pense que vous pourrez retracer l'ensemble des décisions disciplinaires qui ont été faites sur toutes les professions, au Québec. Donc, c'est encadré par le Code des professions, le Code de déontologie, des psychologues. Si vous regardez les décisions qui ont été émises pour les professionnels, il y a un passage en particulier dans une des décisions qui avait été remise dans le cadre d'une enquête disciplinaire du Collège des infirmières qui a fait un petit peu jurisprudence. C'est une déclaration du juge, Malo. Je vais essayer de me souvenir de mettre le lien également en description du podcast, mais la déclaration du juge qui a fait jurisprudence va essentiellement comme suit, donc je ne fais pas une citation exacte. Elle dit que en intervention professionnelle, le risque zéro n'existe pas. Donc, il est fort possible que dans l'exercice de ses compétences professionnelles, il y ait des fautes. Toutefois, pour qu'il y ait sanction professionnelle d'un conseil de discipline, il faut que la faute soit grave. Donc, on ne parle pas seulement ici de sanctionner un psychologue, par exemple, qui aurait ri dans un podcast. On pourrait dire qu'il faut qu'il y ait une démonstration que c'était une faute grave, qui porte vraiment préjudice, soit à l'individu, soit à la population, ou soit à l'image de la profession. Puis là, c'est là que c'est un petit peu «tricky» entre guillemets aussi. Je fais beaucoup d'entre guillemets aujourd'hui.
Mais parmi les choses que vous pourrez remarquer si vous faites une recherche, sur le site là, que je vous ai parlé, le jugement.qc.ca, une des plaintes qui est souvent reprochée aux professionnels qui vont en conseil de discipline, là, tu sais, c'est comme si c'était une plainte bonus qui ajoute en plus à la plainte, souvent qui fait l'objet, principal, c'est celle de déshonneur à l'image de la profession. Il faut garder en tête ici que selon la réglementation en cours actuelle, lorsqu'un professionnel prend la parole en public, il ne fait pas seulement donner son avis personnel. Il représente l'ensemble de la profession à travers sa communication publique. C'est un lourd fardeau, ça, représenter l'ensemble de la profession dans chacune de ses déclarations. Donc, on pourrait dire que c'est ce que je fais présentement. Je représente l'ensemble des psychologues, mais j'espère le faire de manière modérée et de bon goût. Parce que c'est une des choses qui est d'ailleurs reprochée dans l'examen de la plainte, contre Dr. Peterson, là, comme quoi qu'il aurait fait un manquement aux standards de la profession, qu'il aurait fait, qu'il aurait manqué à faire honneur à l'image de sa profession à travers différents propos. Si vous regardez le document qui est, heu, sous la vidéo de Dr. Peterson, là, il retrace tous les détails de tous les éléments des plaintes qui sont actuellement sous enquête contre lui. Donc, même s'il anonymise les noms des plaignants, vous allez pouvoir constater dans un document de, je pense qu'il rallonge, mais à ce jour, il y a 56 pages, je pense, le document que vous pouvez consulter. Donc, document public, c'est pas évident. Pas évident parce que il y a beaucoup d'interprétations qui est possible à ce niveau-ci. Est-ce que parce qu'une personne se sent heurtée, c'est un manquement à l'honneur de la profession ou c'est un manquement seulement de ce psychologue-là? Bien, on est imputable, nous, comme professionnels de la santé. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de psychologues qui ont peur. Moi, on me l'a dit, là, plusieurs psychologues me l'ont dit. Ils ont dit: «Paul, j'ai peur de parler en public. Je ne sais pas comment tu fais, toi, pour oser prendre la parole en public comme ça parce que moi, je ne voudrais pas me faire, recevoir une plainte». Mais comme je vous ai dit, le meilleur conseil à suivre, c'est connaissez votre déontologie sur le bout des doigts. Suivez toutes les formations disponibles sur le portail de l'Ordre des psychologues du Québec en matière de déontologie. Il y a des excellentes formations. Et si vous voulez une petite lecture, je vous conseille le livre Guide pratique de droit disciplinaire québécois de Maître Joël Roy, qui est une lecture qui va vous informer sur l'ensemble des procédures, des droits et des méthodes mis en place par les syndics, notamment lorsqu'ils font des démarches d'enquête. Pour avoir passé dans le tordeur, entre guillemets, 6 fois par rapport à 8 plaintes qui n'ont pas conduit au conseil de discipline, je peux vous confier que j'ai trouvé ça particulièrement éprouvant. J'ai trouvé ça extrêmement difficile moralement, puis je sais que ça fait partie de mes responsabilités professionnelles. Je suis imputable de toutes mes déclarations publiques. J'ai utilisé l'humour dans une vidéo, notamment la dernière, qui a été faite. Puis, au final, j'avais retiré moi-même la vidéo parce que je trouvais que ça pouvait être interprété, mais il y a une personne entre-temps qui a déposé une plainte. Mais la protection du public, ça va impliquer que vous ayez un regard constant sur votre propre pratique, sur vos propres déclarations. Puis, si vous êtes une personne qui, comme moi, aimez faire des prises de parole pour partager votre savoir, ça demande un exercice, qu'on pourrait dire de funambulisme assez particulier, là, parce que vous devez être présent à la fois dans la déclaration externe et en même temps dans vos responsabilités internes et éthiques. On pourrait rejoindre à ça des bonnes pratiques de pleine conscience pour être à la fois présent de l'intérieur et de l'extérieur. Toutes ces réflexions éthiques, déontologiques, code des professions, protection du public,
Ça vise, dans le fond, à mettre en place un argumentaire qui protège. C'est sûr que lorsqu'on est sous enquête, les syndics vont utiliser toutes sortes de méthodes d'enquête. Ils ont un peu un pouvoir de «police» entre guillemets, dans le sens où ils peuvent utiliser n'importe quelle technique d'enquête à leur discrétion et ça veut dire parfois, monter le volume puis d'être un petit peu dur envers le psychologue. C'est sûr que moi, étant donné que j'ai passé 6 fois dans la mécanique et qu'en aucun cas je n'ai été en conseil de discipline, ben, il y a eu une gradation de l'intensité des interventions que le syndic a faites face à moi. Puis la dernière fois, j'ai trouvé ça particulièrement dommageable moralement, là. J'ai pris une pause, de quelques semaines même, de mes consultations pour pouvoir, protéger mes clients, mais aussi pouvoir, prendre soin de cette blessure morale-là. Dans tous les cas, ça m'a permis de mettre en place des meilleures pratiques. Puis je vais même vous partager là, une espèce de grille de, de réflexion pré-publication que j'ai mis en place. Puis même si Dr. Peterson a refusé de participer à un coaching sur les bonnes pratiques de l'éthique des communications, sur ses déclarations publiques, je pense que ça serait dans ce genre d'esprit-là du document que je vais vous partager qu'il aurait avantage probablement à intégrer. OK, donc dans la grille d'auto-évaluation de pré-publication que j'ai mis en place, après plusieurs réflexions sur la nature d'une bonne communication sur le web et pour protéger le public, dans cette grille, il y a 10 questions à cocher oui et un espace de réflexion supplémentaire. Donc, je vous lis les 10 questions. Et vous saurez peut-être me dire sur les différents réseaux sociaux comment ça vous interpelle ces différentes questions de protection dans l'auto-évaluation de pré-publication. Donc, question numéro 1. Est-ce que cette publication est utile au regard de ma mission d'éducation psychologique auprès de la population? Question numéro 2. Est-ce que la forme de cette publication est davantage orientée vers l'éducation que vers le divertissement? Question numéro 3. Est-ce que cette publication protège le public de toute interprétation vexatoire ou négative? Question numéro 4. Est-ce que cette publication fait honneur à l'image de la profession de psychologue? 5. Est-ce que cette publication serait interprétée de manière positive si elle était présentée lors du congrès des psychologues? 6. Est-ce que cette publication fait preuve de modération et présente les limites relatives des affirmations qui y sont soutenues? Question 7. Est-ce que la publication suffit en elle-même ou met en contexte le contenu de manière à établir une bonne compréhension de l'auditoire? Est-ce que cette publication, à la question 8, est-ce que cette publication est appuyée sur les bonnes pratiques en psychologie ou sur les résultats de recherche scientifiques validés? Question numéro 9. Est-ce que cette publication pourrait être bonifiée par l'obtention d'une rétroaction de collègues psychologues afin de déjouer d'éventuels biais de confirmation? Et question numéro 10, la dernière. Est-ce que cette publication pourrait être retirée si j'obtiens des critiques négatives? Donc, toutes ces questions sont la synthèse de vraiment beaucoup de réflexions. Je vais les parcourir rapidement avec vous. Ça se veut dans le bon goût de protéger la population, comme je vous disais. Donc, l'élément numéro 1, la mission d'éducation. Donc, c'est-tu utile? Bon, ben, l'utilité ici doit chercher à s'ancrer dans ma mission. C'est pour ça que je l'ai précisé ainsi. Le deuxième point m'est venu d'une discussion avec le syndic en chef de notre ordre, donc la différence entre le divertissement et l'éducation. Parce que lui, il disait que c'était louable mon désir de venir en aide à la population et d'éduquer. Mais par contre, la forme, tu sais, le divertissement, faire preuve d'humour, ça pouvait être interprété.
Je suis parfaitement d'accord avec lui et c'est pourquoi j'ai modifié ma pratique dès cette discussion avec lui. Donc, j'étais capable de faire preuve d'humilité, d'ouverture et de réajustement. Sur le point 3, les interprétations vexatoires ou négatives. Ben là, c'est là-dessus où si on aborde des sujets qui font polémique dans les médias, c'est sûr qu'il va y avoir des gens vexés. C'est plate, hein, que parfois certains psychologues auraient tout intérêt à, tu sais, essayer de se prendre part à un débat public, mais que s'ils le font, ils pourraient vexer des gens, donc être imputables et donc perdre leur permis de pratique. C'est c'est dommageable parce que peut-être qu'il y a des gens qui auraient besoin d'entendre les propos d'un psychologue, mais ils ne pourront pas l'entendre parce que les sujets polémiques font sujet à débat. Je vais vous donner un bref exemple. Vers la fin des mesures gouvernementales de la pandémie, j'avais fait une vidéo préparatoire sur le concept de loterie COVID. Vous savez, le gouvernement avait mis en place une loterie vaccinale. Et moi, je m'étais questionné à savoir, mais on sait très bien que les concepts de jeu d'argent et de hasard peuvent fragiliser la population. Donc, est-ce que le recours à des jeux d'argent et de hasard auprès d'une population stressée, fragilisée, est une manière éthique d'obtenir un consentement à un service médical, donc la vaccination? Puis là, me questionnais là-dessus. J'ai demandé à mon ordre professionnel, qu'est-ce que l'ordre pense de l'enjeu de communication, à ce sujet là, sur, la loterie vaccinale versus les enjeux de jeux d'argent et de hasard sur la fragilité, le consentement libre et éclairé. Ça me semblait pas très, libre et éclairé, moi, comme mesure. Puis l'ordre m'a répondu: «L'ordre ne souhaite pas communiquer sur ce sujet». D'accord. Et pourquoi il ne souhaitait pas communiquer sur le sujet? C'est que c'est un sujet tellement dangereux à interprétation, les enjeux vaccinaux, qu'inévitablement, ça aurait créé des éléments vexatoires chez des camps qui étaient très polarisés, là. Dès qu'on aborde des sujets stressants, il se produit un phénomène de polarisation, là. Donc, quand on veut entrer dans des communications comme Dr. Peterson sur des enjeux qui font polémique ou qui font le débat public, c'est très bien de vouloir participer au débat public. Mais il y a un point qui vient avec nos responsabilités professionnelles qu'on ne doit pas entrer dans du sensationnalisme. Puis j'ai l'impression que c'est là-dessus que mon collègue reçoit des plaintes lorsque j'examine son document. C'est les plaintes qu'il reçoit, c'est souvent sur ses déclarations publiques, là, qui sont parfois chocs. Malgré la grande majorité de ses propos qui sont très intelligents, très articulés, ben, il y en a certains qui sont des opinions personnelles potentiellement, j'ai dit, hein, potentiellement vexatoires. Même s'ils sont infondés, même s'il y a eu beaucoup plus de bons dans l'impact que ça peut avoir auprès de la population que de gens qui seront vexés, le professionnel ne se place pas dans une position à avoir une attitude vexatoire ou à nuire à la population. Ça demande tout un équilibre éthique, ça. Donc, faire honneur à l'image de la profession, ensuite, c'est que je l'ai mis dans ma grille pour me rappeler que ce ne sont pas seulement des déclarations de Paul Simard lorsque je prends la parole, sur le web, là, tu sais. Ce sont les déclarations de un membre de l'Ordre des psychologues du Québec qui représente la profession en tant que telle. Ensuite, interpréter de manière positive. Ah oui, l'autre point, c'est un petit peu la suite. Donc, est-ce que ça serait interprété de manière positive si ma vidéo, par exemple, ou mon contenu était présenté en introduction du congrès ou du colloque de l'Ordre des psychologues du Québec? C'est une syndic, d'ailleurs, qui m'a fait cette réflexion-là. Ne pensez-vous pas, docteur Simard, que si vous présentiez cette vidéo qu'on va discuter aujourd'hui en ouverture du congrès, ça pourrait être mal interprété par vos collègues? Bien sûr, tout peut être mal interprété. Puis nous, en tant que psychologues, on reste des êtres humains. Donc, ça arrive dans les congrès qu'on monte le ton les uns après les autres, puis qu'on ne soit pas d'accord. Mais dans tous les cas, ce que je trouvais bon, c'est pas tant la finalité
de la question que l'invitation à la réflexion qui était posée par le syndic. J'ai trouvé ça extrêmement bien, cette invitation-là à la réflexion. Je l'ai insérée donc dans ma grille. Qu'est-ce qui arriverait si je présentais ça devant tous mes collègues? C'est un petit peu une invitation au bon goût, à rester de manière professionnelle et modérée pour ne pas adopter une attitude sensationnaliste. On peut faire avancer un champ de la connaissance et prendre la parole en public sans chercher à brasser des émotions qu'on n'aura pas on pourrait dire le cadre pour protéger la personne ensuite. Donc, faire preuve de pondération, tenir compte des limites relatives des affirmations, mettre en contexte le contenu pour une bonne. Parce qu'il y a différents contextes, hein. C'est pas la même chose ici, une déclaration où vous pouvez revenir en arrière pour écouter qu'est-ce que j'ai dit, qu'une déclaration qui serait faite en live et qui serait ensuite supprimée. C'est pas la même chose. C'est pas le même cadre. C'est pas non plus le même cadre à la télévision. Si vous avez accès aux rediffusions ou pas, est-ce une chaîne spécialisée libre à tous ou réservée? Donc, c'est-tu appuyé par les bonnes pratiques et les résultats de recherche scientifiques validés? Ça, c'est un point majeur. Mais encore là, ça peut être interprétable. Parce que je vais vous dire un secret. Il y a des psychologues, puis il y a des chercheurs qui parfois ne sont pas d'accord, puis qui vont faire valoir des opinions, on pourrait dire, scientifiques différents. Pourtant, les 2 se revendiquent de la science. Moi, un exemple que j'ai donné au syndic d'ailleurs, c'était face à mon utilisation que j'avais fait de l'humour, j'avais sorti des références scientifiques qui démontraient que l'utilisation de l'humour est un facteur de protection pour une bonne santé mentale. Donc, c'est généralement reconnu, là. On sait scientifiquement que l'humour protège la santé mentale des gens. Donc, moi, j'ai voulu pas seulement le dire théoriquement, j'ai tenté de faire une démonstration de contenu humoristique. Mais ce faisant, j'ai créé de la confusion dans mon message et c'est ce qui a valu la dernière demande d'enquête là, tu sais, qui avait été faite contre moi. Là, ça fait plus qu'un an. Mais j'ai beaucoup appris de cette expérience-là. J'ai beaucoup régulé ma pratique. Puis, moi, j'éprouve pas de rancœur envers les gens qui ont fait des plaintes, contre moi. Même qu'au contraire, je pense qu'ils l'ont fait parce qu'il y avait un questionnement. Mais c'est sûr que quand on est dans le feu de l'action, ça fait mal se faire enquêter, puis se faire, mettre sous la loupe. Donc, dans les déclarations publiques qui sont faites par, docteur Peterson, on le voit mentionner à plusieurs reprises que ça éveille chez lui de la rage, qu'il trouve ça, difficile de le contenir, que ça lui fait, ça le blesse, puis je me mets dans sa peau, je peux à peine imaginer le poids que ça doit être, de recevoir toutes ces enquêtes-là. Mais dans le cadre, moi, d'un engagement que j'avais pris là, dans la dernière plainte avec le syndic, il y avait de discuter de tous ces enjeux-là avec une psychologue qui serait une superviseure spécialisée en déontologie. Puis une des choses qu'elle me mentionnait, que j'ai trouvé qui avait le plus de valeur, ça n'avait même pas rapport avec le contenu déontologique, c'était plutôt un partage du cœur, un partage d'expériences humaines dans lequel, à la fin de nos 2 rencontres qu'on a eues ensemble, elle m'a mentionné, elle dit: «Vous savez, docteur Simard, personne ne peut se sentir à l'aise d'être inspecté par une autorité au-dessus de nous-mêmes». Donc, elle utilisait le cadre psychanalytique pour appuyer ses propos. Donc, elle disait que l'ordre ou le syndic, le représentant de cette autorité-là qui nous scrute, qui nous examine, ça joue un petit peu un rôle de surmoi qui nous examine, qui nous scrute et puis qui va nous juger là, comme si on est coupable là, d'avoir dépassé la limite. Personne ne peut se sentir à l'aise de se faire enquêter dans son intimité. Ça m'avait beaucoup touché ce partage-là de connexion humaine, puis ça m'a aidé à poursuivre ma réflexion. Donc, c'est pour ça, moi, que je trouve que c'est une bonne pratique que la suggestion qui semblait être, recommandée, mais en même temps, je n'ai pas,
gravité de la situation, du cas spécifique de Dr. Peterson devant les yeux, même si lui-même l'a présenté dans sa vidéo et dans les liens en dessous de sa vidéo. Mais comme vous avez vu, les données scientifiques qui peuvent entrer en collision avec la nature vexatoire, je pense qu'on retrouve essentiellement certains des éléments de critique face à Dr. Peterson ici, là. C'est d'ailleurs, moi, mon questionnement lorsque je voyais qu'il avait pris un tournant, très ancré dans les valeurs, chrétiennes, dans ses références aux éléments, notamment de l'Exode, de la Bible, le fait qu'il rassemble, qu'il fasse des discours qui me semblaient, tu sais, tenir davantage de l'énoncé prophétique que de la psychologie. Mais c'est un questionnement que moi j'ai face à la pratique de mes collègues, puis je me permets de faire le questionnement parce que moi-même, j'ai une pratique sur le web. Je ne suis pas en train d'essayer de juger la personne. Ça pourrait être facile de juger la personne si nous-mêmes, on n'a pas essayé de faire des prises de parole en public. Puis c'est pas pour tout le monde, mais si vous le faites, puis je vais parler de moi là-dessus, ça invite à une grande humilité. Puis l'humilité d'essayer de s'améliorer personnellement, puis de reconnaître nos propres failles, ben, je pense que c'est ça qui après va nous permettre de venir peut-être, discuter de certains questionnements qu'on a. On appelle ça également, ce genre de démarche-là, la réciprocité authentique. Vous savez, dans le podcast d'aujourd'hui, je vous ai parlé de mes propres processus d'enquête qui ont été faits sur ma pratique. Je n'ai pas cherché à les dissimuler. C'est plutôt dans un esprit de vous donner de l'espoir, de vous donner de l'information, de vous dire qu'on ne peut pas faire un coup de circuit parfait. Puis quand on est un professionnel de la santé, le risque zéro n'existe pas. Il est fort probable que dans notre pratique, on va faire des erreurs. Mais l'important ici, ça va être que vous preniez la responsabilité de certaines de vos erreurs, puis que vous adoptiez des correctifs. Puis là-dessus, M. Peterson, Dr. Peterson mentionne souvent dans ses publications que, ben, souvent, j'en ai vu quelques dizaines passer, mais je ne connais pas l'ensemble de son propos, mais il mentionne très bien que la prise de responsabilité sur nos actes, c'est quelque chose de majeur, quelque chose de prioritaire pour une bonne santé mentale notamment. Mais là, là-dessus, on voit qu'il est enflammé dans la souffrance, on pourrait dire, de se faire surveiller. Puis il va même mentionner des critiques, notamment face au processus d'enquête des ordres professionnels, puis notamment sur la nature anonyme. Dans un procès public, là, c'est bien connu qui est le plaignant et qui est la personne à qui on reproche des choses. Mais c'est drôle, sur le plan de professionnel, le, le demandeur, d'une enquête, le plaignant, lui, il peut dire à l'ordre des psychologues: «Je ne souhaite pas que mon identité soit révélée, je souhaite que je sois être anonyme dans cette démarche». Puis dans sa vidéo de 90 minutes sur l'énoncé de son interaction avec, son ordre, Dr. Peterson, il mentionne que ce genre de dynamique qu'il appelle les trolls anonymes répondrait un peu aux 3 critères de ce qu'on appelle en psychologie la triade sombre, ou c'est des composantes, on va dire, qui nuancent sur des éléments narcissiques ou antisociaux. Donc, je vous mentionne quelques éléments de sa réflexion dans la vidéo que vous retrouverez, comme je vous ai dit, en description pour avoir un visionnement complet. La triade sombre, c'est composé de narcissisme, de machiavélisme et de psychopathie. Donc, lui mentionne que l'aspect narcissique, ce serait des plaignants qui font des plaintes anonymes pour essayer de gagner moralement contre le psychologue qui fait des présentations sur le web. Donc, c'est une espèce de croyance narcissique que ça leur est dû d'avoir raison. Alors que le machiavélisme, ça serait, selon sa présentation, une sorte de manipulation instrumentale des gens pour arriver à leur but sans égard à la conséquence des autres. Donc, faire une plainte à un professionnel de la santé, il y aurait peut-être d'autres manières de procéder pour exprimer son mécontentement. Mais la structure est mise en place,
pour tenter de protéger la population. Comme toute structure, il y a des failles, mais moi, je crois qu'à la base, la structure, elle cherche à protéger. Puis le dernier point, c'est l'élément de psychopathie. Bien, lui, il dit que les trolls anonymes, entre guillemets, ce serait comme un peu des prédateurs ou des parasites, tu sais, qui sont des tricheurs. Parce que plutôt que d'entrer dans un dialogue ou un débat de manière égalitaire, ils tricheraient en utilisant des règles d'anonymat. Donc, moi, là-dessus, je ne soutiendrais pas cette idée-là comme quoi que ça serait psychopathique parce qu'à imaginer là, une personne qui ferait une plainte contre une personnalité publique, c'est sûr qu'elle recevrait des hordes de raz-de-marée, de contre-coups. Moi, d'ailleurs, c'est une des choses que je fais quand je vois que quelqu'un, par exemple, va mettre sur un commentaire d'une de mes vidéos, un commentaire vraiment là, anti-psychologue, là, vraiment non modéré. La personne ne me répond même pas au contenu de ma vidéo. Là. Elle va me dire des choses comme c'est ça, continue à abuser des gens, les psychologues, vous faites toute de la merde. Puis là, tu sais, une grosse critique, là, vraiment, tu sais, gratuite puis large. Mais moi, je me dépêche de supprimer le commentaire de la personne et de la bloquer. Ah oui, comment ça? Est-ce de la censure? Ben, moi, je le vois plutôt dans un esprit de protection de la personne. Parce qu'imaginez qu'il y a des gens qui sont en idéalisation là, dans mon auditoire de fans qui me trouvent super bon, là, puis qui ne font pas preuve de modération. Puis là, qui vont sur la page de la personne pour l'insulter ou qui écrivent en commentaire des insultes à la personne qui m'a insulté. Les gens ne font pas ça pour mal faire, mais on appelle ça la mécanique sympathie-antipathie. Il peut beaucoup de confusion dans la sympathie-antipathie. Donc, en supprimant le commentaire de la personne, je m'assure qu'elle ne se fasse pas harceler par les gens qui aiment mon contenu, premièrement. Deuxièmement, je lui permets également de, surtout moi, ne pas répondre à la personne pour ne pas la vexer encore plus, parce qu'il y a un petit dicton qui dit, on ne fait pas mal à une personne qui a déjà mal. Et troisièmement, je la bloque pour la protéger d'elle-même. Parce que je crois que si la personne souffre au point de déverser des commentaires haineux par rapport aux psychologues en général, ben, le fait qu'elle ait commenté une de mes vidéos, par exemple, sur TikTok, ben, ça vient d'envoyer le message à l'algorithme TikTok. Ah, tiens, cette personne aime interagir avec le contenu de ce psychologue. On va lui redonner des vidéos comme ça. Puis là, la personne pourrait être réveillée encore plus dans sa blessure intérieure et ça pourrait créer un développement de blessure qui est vraiment en dehors de mon contrôle. Et je vous rappelle que dans ma grille de réflexion pré-publication et dans la déontologie du Code de l'Ordre des psychologues du Québec, il y a le concept de tenir compte de l'ensemble des conséquences prévisibles sur nos déclarations. Donc, c'est pourquoi moi, je vais vers l'idée de bloquer des personnes en retirant leurs commentaires. Ce n'est pas dans un esprit de censure pour enlever le droit à l'expression, c'est plutôt pour créer un espace sécuritaire émotionnel. Moi, j'aimerais bien discuter avec les gens, puis confronter les idées, mais par contre, je sais que ça pourrait vexer certaines personnes, notamment en raison de mon statut de psychologue. C'est pas évident, hein, jongler avec toutes ces nuances-là. Il a même fallu, moi, que je fasse une intervention moi-même auprès de l'Ordre des psychologues du Québec pour faire en sorte qu'eux aussi adoptent des pratiques de protection de la population. Parce que sur la page Facebook de l'Ordre des psychologues du Québec, il y avait la section avis, dans la section avis, il y a beaucoup de gens qui mettaient des commentaires de confusion. Là. Mettons, vous n'êtes même pas disponible. Les psychologues, c'est de la merde. Puis il y avait beaucoup de critiques comme ça gratuites. Et il y avait également une publicité d'une personne. Vous voulez un prêt financier? Cliquez sur le lien ici. Puis là, je me rends compte de ça au mois de janvier l'année dernière. Il y a 2 ans, je pense. Je me souviens plus de ça, c'est l'année dernière, je crois. En tout cas, bref, dans un mois de janvier, je constate ces affaires-là. Je souligne à l'ordre des psychologues, au bureau des communications, ma préoccupation, puis je leur dis vous nous demandez à nous, les psychologues, de retirer l'onglet avis de nos pages Facebook afin de ne pas exposer une violation de la confidentialité de nos patients et de ne pas utiliser
les témoignages de nos patients de thérapie à nos fins de promotion personnelle, parce qu'on a un article de déontologie qui nous dit que le psychologue n'utilise pas, autre mesure que le tarif qui lui est dû, les avantages, bref, je vous passe les détails là-dessus. Fait qu'on est recommandé de ne pas collecter de témoignages pour nos patients cliniques, mais c'est drôle, on a le droit de collecter des témoignages pour nos clients de formation. Ah, ça, ils m'ont communiqué ça alors de ça, on a le droit de ah bon, mais il a fallu que je je recommunique avec le service des communications 6 mois plus tard pour le dire: «Vous avez rien fait, vous avez laissé le témoignage d'invitation à la fraude en cliquant sur le lien sur l'onglet avis, là». Puis il a fallu que je communique une troisième fois avec d'autres bureaux, tout ça, pour que finalement, ils retirent l'onglet avis de la même manière qu'ils nous le demandent, nous, de le faire. Mais je prends le temps de vous mentionner ça pour vous dire que c'est une grosse machine, gérer un ordre professionnel. Puis les gens de l'ordre, selon moi, sont de bonne foi, là. Puis tout comme nous, professionnels qui prenons la prise de parole en public, on peut tomber dans certaines erreurs. L'important, ça va être de se corriger, de faire preuve de régulation dans l'esprit de bien protéger la population. Puis le syndic, ils sont capables de reconnaître ces choses-là. Ce n'est pas parce qu'ils ont un pouvoir d'enquête qu'ils vont jouer, entre guillemets, à la police, puis qu'ils vont utiliser des techniques un petit peu intenses. Puis moi, ça m'a fait mal, là, moralement. Mais malgré tout, je peux reconnaître qu'ils n'ont pas fait ça pour mal faire. Ils ont fait ça pour essayer de protéger la population. Puis ils ont fait ça pour me challenger, là, pour me mettre au défi, pour tester si c'est vrai que Paul Simard, il y a une pratique avec un haut niveau de standard dans ses pratiques, là. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis en place la grille de prépublication. Parmi les derniers critères, il y avait l'élément de est-ce que je ne pourrais pas le bonifier par l'obtention d'une rétroaction de collègues psychologues pour déjouer des billets de confirmation? Donc, le billet de confirmation, c'est d'être prisonnier dans sa propre opinion. Ne serait-il pas possible que mon collègue, parfois, dans ses opinions tranchées, il y en ait preuve de billets de confirmation? Ça se pourrait. Moi, j'en avais, puis j'en ai encore. Je vous avoue, j'en ai encore. Donc, c'est pour ça que je me permets d'extrapoler là, sur les autres, parce que moi, j'en ai. Mais je travaille dessus constamment. Puis, pour ça, mes collègues et amis sont d'une aide précieuse. Puis, bonjour mes chers collègues et amis d'ailleurs, si vous écoutez le podcast. Je sais que je vous sollicite quand même assez souvent sur le sujet. Puis, je demande un feedback. Puis, si j'ai le moindre doute que ça pourrait peut-être pas répondre à un des critères ou comme eux me disent, ben là, je pense que tu pourrais peut-être faire attention à telle phrase. Ou même s'ils me disent, ben non, il n'y en a pas de problème, go, vas-y, publie-le. Mais que moi, je pense que, ah non, 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 je pense que je ne publie pas l'affaire. Est-ce que la publication pourrait être retirée si j'obtiens des critiques? Ça, c'est le dernier de mes critères, là. Extrêmement important. Sur TikTok, vous pouvez mettre vos publications en privé. Sur YouTube également. Sur Facebook, je pense qu'on peut pas, mais quoi qu'il y a je pense qu'il y a l'option archiver, mais je n'ai jamais vraiment bien compris l'option archiver, donc je ne veux pas vous induire en erreur. Twitter, je ne suis pas un grand utilisateur de Twitter. Instagram non plus, Snapchat encore moins. Mais il y a un flou là-dessus vous savez qu'ici au Québec, on doit garder nos publications pour une durée minimale de 3 ans. Mais nos publicités, pardon. Mais quelle est la distinction entre publication et publicité? Ben moi, aujourd'hui, je vous ai parlé que j'avais une formation là, que je vendais sur le thème de ce qui vient d'être abordé globalement. On pourrait dire que c'est à la fois une publication et une publicité, mais pourtant, je n'ai rien payé. Je n'ai pas payé de publicité pour produire le podcast. Une commandite de OK Ensemble, votre école de psychologie. C'est moi, ça, OK Ensemble. C'est mon entreprise. Donc, il y a des flous terminologiques dans la déontologie, puis vivement une mise à jour à ce sujet. Donc, voilà. Donc, je vais consulter mes notes de réflexion sur la vidéo de Dr. Peterson, mais je peux comprendre qu'il se sente un peu trahi, qu'il se sente en colère, blessé. Lui qui revendique des opinions franches et politiques sur la place publique, c'est pas facile à combiner avec les obligations d'un professionnel
de la santé. Mais on pourrait faire un pont d'ailleurs avec un autre psychologue qui a une grande visibilité dans les médias, qui date même hem, d'avant les propos de Dr. Peterson, c'est, Dr. Phil aux États-Unis. Bon ben, Dr. Phil, lui, il a quitté le board des licences, américaines. Je pense qu'il était membre de l'ordre en Californie des psychologues. Puis je crois qu'il a quitté en 2006, il a quitté son ordre professionnel parce que ses déclarations dans les médias puis ses émissions de télé faisaient en sorte que c'était parfois incompatible avec certaines des obligations professionnelles. Et là, on voit comment le spectacle et le professionnalisme et les obligations du monde privé là, sont difficilement conciliables. Mais quand on porte un titre professionnel, on ne peut pas dire: «Ah, j'enlève mon chapeau de psychologue et je vais vous donner mon opinion». Non, on garde toujours le chapeau de psychologue dans nos déclarations. C'est exigeant ça, hein? C'est très exigeant. Et c'est là-dessus que les décisions ou les réflexions de Dr. Phil avaient avait pesé lorsqu'il avait décidé, c'est lui-même là, qui a décidé de renoncer à sa licence de psychologue en 2006. Puis là, il y a eu toutes sortes de débats dans la place publique, si je me souviens bien, là, notamment avec des accusations comme quoi qu'il ferait une pratique illégale en continuant de rencontrer des gens. Mais saviez-vous qu'on peut faire de la relation d'aide sans faire de psychothérapie? Oui, mais c'est quoi la différence quand tu as la compétence entre les 2? Ça serait un long sujet en soi. Et vous pourrez me dire si ça vous intéresse que je vous fasse un podcast sur le sujet. Et peut-être que je vais le faire si je tombe sur un élément d'actualité qui aborde cette distinction-là. Donc, je suis de tout cœur avec Dr. Peterson dans le fait que c'est très difficile de se faire inspecter. C'est moralement dommageable de se faire même exiger d'aller dans un programme de coaching. Mais je pense que déjà dans son utilisation des termes là, de rééducation, ça sonne très, très camp de concentration dit comme ça. Dans nos formations, nos obligations de formation continue, les psychologues, on est obligé de toute façon de se mettre à jour sur les bonnes pratiques. Puis il n'est pas question de juste les bonnes pratiques scientifiques, cliniques, il y a aussi les bonnes pratiques sur la prise de parole en public. Puis c'est pour ça que j'ai créé ma formation. Je vais vous revenir tout à l'heure vers la fin du podcast là-dessus. Je continue de réviser mes notes. Dr. Peterson qui mentionne qu'il a un tempérament volatile lui-même. Donc, je sympathise, mais je vais essayer d'entrer dans l'empathie parce que vous vous rappelez que la sympathie, c'est à risque de confusion. Donc, mais l'empathie, elle, ça crée du discernement. L'élément de se faire enquêter, le risque de se faire retirer une licence qui a pris environ 10 ans d'université à aller chercher. Donc, moi, je comprends que ça me ferait mal au cœur aussi me faire retirer mon permis de psychologue. Mais il est possible qu'un jour, je renonce à mon permis de psychologue si je souhaite éventuellement faire des prises de parole en public qui n'entrent pas dans le cadre de la réglementation. Mais actuellement, ça me convient encore. Il est toute question ici aussi de la cancel culture, le bannissement. Puis là-dessus, Dr. Peterson a fait des analogies aussi avec l'exode du peuple juif et la migration d'Abraham, mais toutes ces références-là bibliques, bien qu'ils puissent être inspirationnels, puis que ça peut rejoindre des millions de personnes. C'est sûr que si on utilise un code communicationnel qui rejoint des millions de personnes, ça va augmenter la fan base, entre guillemets, ça va faciliter la communication publique parce que ça polarise les gens. Parler de religion, parler de politique, parler de hockey, ça polarise beaucoup les gens. Il y a de plus en plus de sujets qui peuvent être sensibles également dans notre climat culturel parce qu'on est dans une société en transformation, en changement. Mais une des choses qui n'a pas changé depuis les traces qu'on a de l'Antiquité, c'est le bannissement.
savez, la cancel culture, le fait de se faire canceller, là, prenons l'exemple des personnalités publiques qui auraient commis des gestes, préjudiciables sur le plan sexuel, ben là, ils se font bannir de la scène publique, ne peuvent plus exercer leur métier. Mais dans l'Antiquité, on va remonter moins loin pour commencer. Au Moyen Âge, il y avait les excommunications. Donc, une excommunication, c'était de se faire sortir de tous les cultes et de pratiques euh, chrétiennes. Donc, celui qui était excommunié n'avait plus le droit de participer aux rituels religieux, plus le droit de se faire enterrer dans un cimetière religieux, plus le droit de participer à des mariages religieux, plus le droit de... Bref, puis il y avait un lien avec la politique et le commerce. Donc, les gens étaient comme un peu marginalisés quand il y avait une excommunication. Ben, dans l'Antiquité grecque, il y avait également des bannissements de la cité-État. Il y a des très belles histoires là-dessus, sur notamment l'histoire du cynisme avec Diogène, qui, dans sa cité d'origine, a été banni pour fraude fiscale d'ailleurs. Et c'est en entrant dans une autre cité-État qu'il a observé les mécanismes de fonctionnement sur la différence entre vivre dans la nature, la condition naturelle des gens versus... On fera un autre podcast là-dessus, celui-là aussi. Mais le banniment social ou l'inclusion sociale, c'est un thème de toutes les époques. Et on peut être grandement fragilisé si on se fait rejeter, si on se fait enlever aussi le privilège, par exemple, le privilège de porter le titre de psychologue, ou si on se fait enlever le privilège de pouvoir participer à certains débats publics. Mais c'est là que chacun va avoir un devoir moral à faire sur l'équilibre qu'il veut entre c'est quoi les objectifs que je recherche versus le coût que ça va impliquer si je vais vers ce genre de dynamique-là. Puis c'est pas toujours des calculs simples. Parfois, c'est complexe. Autre note, ah ouais, dans l'entrevue, on voit que l'entrevue de 90 minutes est quand même assez chargée émotionnellement parce que la fille de Jordan Peterson lui dit que ça n'a pas de bon sens de perdre ta licence, tu sais, pour avoir mis ton opinion sur Twitter. Mais ça, c'est un peu un argument fallacieux. Tu sais, c'est faux, c'est infondé. Les questionnements ou les plaintes qui ont été faites sur ne cherchent pas à faire perdre la licence au docteur Peterson. Tout comme moi, quand il y a eu des plaintes à mon égard et des enquêtes, l'objectif, ce n'était pas de me faire perdre mon droit de pratique, c'était de me faire réfléchir sur les bonnes pratiques et corriger ma pratique pour protéger la population. Donc, je pense que c'est là l'élément de résistance que Dr. Peterson fait. Puis, je me permets de faire ce genre de critique-là à son égard parce qu'il nous invite dans sa vidéo à dire, quand il dit, je vais le citer entre guillemets, il dit, en anglais bien sûr, il dit que il est tellement sous la colère qu'il est possible qu'il soit dans l'erreur. Puis il fait l'ensemble de la démonstration de son cheminement face à l'ordre en public pour peut-être comprendre c'est quoi son erreur s'il en a fait une. Donc, c'est en réponse aussi à cette invitation-là que je me permets de critiquer mon collègue. C'est c'est parce qu'il nous invite à le faire, mais j'essaie de le faire de bon goût, dans le respect. C'est une personne qui a réussi à aider des millions de personnes. Mais ça n'excuse pas certains dérapages. Mais c'est la même chose pour moi. Adopter la prise de responsabilité, ça ne veut pas dire que la libre parole, c'est c'est tous mes dûs. On a un examen à faire à l'intérieur de nous-mêmes. Moi, je ne me permettrais pas, personnellement, de faire des analogies aussi fortes sur la Bible, la chrétienté, les vertus catholiques, le péché, tout ça, parce que ça crée un peu une confusion dans le rôle tu sais, du psychologue. Déjà que beaucoup de gens, moi, qui vont me le faire, la comparaison, quand ils viennent en consultation, ils disent on dirait que les psychologues sont rendus les nouveaux confesseurs. Vous savez, là, quand les gens allaient à l'église catholique, là, chrétienne, puis là, ils confessaient leurs péchés au curé. Ben, les gens voient une analogie dans la confesse avec la thérapie. Les deux se passent dans un espace privé, secret normalement et protégé, mais ici, quand on voit un psychologue, le but, ce n'est pas d'avoir un jugement moral.
Ce n'est pas non plus de se soumettre à une autorité divine imaginaire. Ce serait plutôt de cultiver des repères qui vont vous permettre d'être dans le discernement. J'ai fait quelques vidéos, j'ai fait des dizaines de vidéos, mais j'ai fait également, quelques podcasts qui touchent sur le thème des croyances pour pouvoir, modérer plus avant. Vous pouvez fouiller dans les titres pour les retrouver. Quand c'est la culture du banniment. Un des pièges principaux, je crois, c'est le militantisme. Lorsqu'on veut être scientifique et professionnel de la santé, on doit adopter la capacité de suspendre son jugement personnel pour adopter un regard sur qu'est-ce qui est en train de se passer là devant, pour offrir les balises et les meilleures pratiques à la personne devant nous. Mais ça implique d'arrêter de faire du militantisme. Parce que le militant, c'est un peu une personne qui va défendre des valeurs qu'elle croit justes, qui va rentrer dans une attitude un peu guerrière. Donc, militance, militaire, bras armés, hostilité. Donc, la militance, même si ça peut être pour des excellentes valeurs, que ça peut être extrêmement important de militer, ben, cette importance-là vient un petit peu contrecarrer les conditions qui sont nécessaires à l'exercice de la pensée critique et du jugement professionnel. Ça m'a d'ailleurs valu, quand j'ai fait un article sur ce sujet-là, ça m'a valu 2 plaintes, une demande d'enquête d'ailleurs sur ce sujet-là. Parce que j'avais fait un article sur une personne qui avait reçu un prix scientifique dans lequel je soulignais que dans les communications publiques qu'elle avait, elle disait elle-même là, qu'elle était militante. Mais comment peut-on recevoir un prix de rigueur scientifique et en même temps faire de la militance? Les fondements étiologiques, les bases ontologiques des 2 concepts sont de nature incompatible. On pourrait voir ici la nature paradoxale de l'être humain, bien sûr, hein, l'être humain, ce grand paradoxe, hein, qui est à la fois capable du meilleur et du pire, dans la même personne en plus. Mais la militance est un peu un principe aveugle qui, bien qu'elle soit nécessaire dans plusieurs contextes, va se heurter à des choses. Donc, en tant que professionnel de la santé, moi, je ne me permettrai pas de faire de la militance sur des sujets chauds d'actualité, là. Je vais plutôt choisir de m'abstenir, puis je vais dire une chose extrêmement rare que vous avez sûrement rarement entendu parler sur les plateaux de télévision et à la radio et dans les journaux. Un psychologue qui répond à une question en disant: «Je ne sais pas. Je préfère m'abstenir sur cette question». Et pourquoi les gens ne font pas ça? Eh bien, parce que sur la place publique, le silence est interprété comme un aveu de faiblesse. Eh oui, ah oui, oui. Comme quoi, une personne qui ne répondrait rien ou qui n'aurait pas d'opinion, ça serait une personne sans jugement. Je crois que mon collègue, quand il nous invite, Dr. Peterson, tu sais, à identifier quelles seraient peut-être les zones de réflexion ou d'erreur de son raisonnement, je crois il s'agirait de faire une réflexion sur sa nature militante reliée à certains enjeux. Des enjeux chauds, des enjeux délicats, des enjeux hautement émotionnels. C'est des choses que même si on veut les aborder avec beaucoup de doigté sur la place publique, ça va éveiller des blessures. Je pense que le choix qui avait été fait par Dr. Phil de se retirer de l'ordre pour pouvoir, on pourrait dire, Unleash the Kraken, c'est libérer la bête. Théorie sur la bête ou le monstre intérieur, d'ailleurs, qui est défendu souvent par Dr. Peterson. Il dit que on doit tous être une bête sauvage qu'on apprend à dominer. Parce que il n'y a pas vraiment de vertu à être une proie et à être gentil. Soyez un monstre, mais apprenez à dominer ce monstre pour le mettre au service de la collectivité. Je trouve que c'est des propos extrêmement intelligents, mais on voit comment ça peut être ça peut facilement glisser dans les concepts là, de militance, de est-ce professionnel ou pas professionnel? Voilà, j'espère que ces réflexions auront pu vous accompagner à travers différentes pistes de réflexion. Comme vous avez pu le voir, j'ai donné des exemples sur moi-même,
sur mes propres processus d'enquête, tout en protégeant les gens qui ont fait les demandes d'enquête. Parce que je n'ai pas de rancœur à leur égard. Ils ont fait des plaintes probablement parce qu'ils étaient inquiets. Puis ça devrait être ça la vision qu'on pourrait dire envers nos syndics qui sont responsables des enquêtes, c'est qu'à la base, c'est des psychologues. Puis là, ils sont chargés de mandat de s'assurer d'avoir une présentation, on va dire, de protection de la population chez les psychologues. Je leur lève mon chapeau là-dessus, même si j'ai beaucoup souffert d'interaction avec eux, parce que parfois ils utilisent des techniques d'enquête un peu sournoises, mais je pense que c'est pour arriver à leur fin de protection du public. Oui. Donc, avant de terminer, quelques mots sur le programme que j'ai créé pour aider les psychologues dans leur pratique dans les médias et sur le web. Comme je vous ai dit, le lien est en description du podcast pour pouvoir prendre connaissance des informations. Est-ce que tu couvert par les assurances? En quoi ça retombe? Tout ça. Puis là, ce que j'ai lancé à ce jour, là, aujourd'hui, là, en date du 13 janvier, ça se trouve à être le module 1 sur la réglementation. Donc, il y a plus de 2h30 de réflexion sur la pratique du psychologue dans les médias et sur le web en lien avec chacun des articles de déontologie et les grandes lignes du code des professions que nous devons respecter. Ça va devenir vraiment une grosse formation. Je suis en processus d'aller chercher mon numéro de formation continue également pour que les gens puissent l'accréditer dans leur parcours de formation. Et ceux qui vont acheter présentement la prévente seulement du module 1, ben, ils n'auront rien à payer d'autre là, quand je vais débloquer ou ouvrir les modules complémentaires. Il va y avoir donc, en plus un module sur les modalités de chaque réseau social, quelques réflexions à considérer. Il va y avoir un module d'entrevue avec plusieurs psychologues qui ont une pratique dans les médias et sur le web, qui vont témoigner de leur expérience pour vous enrichir de balises généralement reconnues, de conseils, d'identification de pièges. Donc, présentement, je suis en train de travailler sur ce module-là. Je parle avec plusieurs de mes collègues qui ont des pratiques dans les médias là-dessus. Mais actuellement, la formation est très peu chère, est on pourrait dire en pré-vente du module 1 seulement. Le lien est en description, puis je pense qu'il y a déjà eu 10 inscriptions en quelques jours, puis j'ai seulement fait une publication dans un petit groupe de psychologues sur le web. Donc, j'en ai fait 2 et une sur LinkedIn. Donc, on va dire 3. Et Twitter, 4. OK, bon, 4 publications, mais les 10 inscriptions sont reliées avec le groupe Facebook. Donc, voilà. Dans tous les cas, si vous avez des questions, n'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre en privé. Et c'est sur ce long podcast de plus d'une heure que je vais enlever mes écouteurs, reposer ma voix et j'espère que vous aurez appris des choses. Nous voici rendus à la fin de cet épisode. Je vous remercie de votre écoute et ils sont où les clics j'aime? Les 5 étoiles? En conclusion, j'aimerais vous rappeler qu'un podcast ne remplace pas une psychothérapie et que l'ensemble des informations présentées ne sont pas un relevé exhaustif du champ de la connaissance. Si vous éprouvez le besoin d'avoir de l'assistance individuelle, je vous invite à contacter un professionnel de la santé. À bientôt.